Nous avons tous les ans un projet cinéma qui, vu de loin, sent plutôt mauvais. Cette année, le film de tous les doutes, c'est une suite, pas forcément attendue, dans les cartons depuis une vingtaine d'années, avec un tournage interrompu par un malheureux accident et réinterrompu à cause de la grève des scénaristes et des acteurs. Cerise sur le gâteau, Ridley Scott est aux commandes, ajoutant une couche aléatoire à la qualité du film. Bref, les indicateurs ne sont pas en faveur d'une ferveur. Mais alors, face à ça, il faut reconnaître que tous les ans, on a des projets ciné qui sentent mauvais et qui finalement sont pas si pires. Gladiator 2, marquant le retour derrière la caméra de Ridley Scott, un réalisateur de génie. Mais, disons-le, sa dernière reprise d'une franchise de son passé n'a pas vraiment convaincu. Cela concernait Alien en proposant Prometheus, qui a beaucoup déplu aux fans. Puis après, il y a eu Covenant. Puis après, il y a eu d'autres films. De manière générale, depuis quelques années, les sorties de Ridley Scott ne font pas l'unanimité. Oui, mais il y a eu le dernier duel. Oui, en dehors de celui-là, le reste est plus discutable. Je m'étais beaucoup ennuyé devant House of Gucci, malgré cette impression d'avoir face à moi le potentiel d'une histoire incroyable. Napoléon n'avait pas convaincu non plus. Alors oui, concernant un Gladiator 2, j'y allais un petit peu comme à un rendez-vous chez le dentiste. À un moment qu'on imagine désagréable, mais qu'on peut difficilement louper. Côté production, sachez que dès 2001, une suite est envisagée pour Gladiator. 2002, 2003, 2004... Oui, ça fait un petit bout de temps. Là aussi, c'est le personnage de Lucius qui justifiait la mise en chantier d'un deuxième opus. Puis ça a traîné. Le projet semblait toujours présent en arrière-plan, sans jamais se concrétiser. Entre deux, j'en profite pour vous demander de laisser un petit like. Depuis quelques semaines, les vidéos sont de plus en plus mises en avant, et ça, c'est grâce à vous. Merci pour ce soutien. Le petit like a de grandes conséquences en ce qui me concerne. Allez, reprenons. Concernant cette longue production du film, je suis tombé sur des informations d'un scénario qui me semble assez loufoque. Un scénario où Maximus ressuscite, doit affronter Jésus-Christ, puis se retrouve dans les croisades, dans la Seconde Guerre mondiale, au Vietnam, et évidemment finit par travailler au Pentagone. Eh ben, figurez-vous que le script a été rejeté. Ouais, étonnant. Finalement, ce que nous apprend l'historique long et assez fou de ce projet Gladiator 2, c'est que tuer son personnage principal, c'est la galère. Oui, Gladiator premier du nom se conclut sur la mort du personnage principal, Maximus, interprété par Russell Crowe. Puis, gros succès du film au box-office, quasiment un demi-milliard de dollars de recettes, 5 Oscars, dont le meilleur film et le meilleur acteur pour Russell Crowe. Et donc, de là, comment faire une suite sans son acteur principal? On se retrouve donc avec des scénarios qui cherchaient à ressusciter Maximus. Problème, ça brise l'aspect réaliste du premier film. Il faudra 24 années pour que le temps fasse son boulot. Un temps qui vient nous enlever de la tête l'envie de revoir Russell Crowe dans le rôle de Maximus. L'acteur a aujourd'hui 60 ans et semble bien loin du personnage de gladiateur de l'époque. Je crois sincèrement que cette suite devait mettre 24 ans à arriver. Cela nous évitera des rebondissements façon Dallas où finalement les morts, ils sont pas vraiment morts. Donc oui, Maximus est mort, vive Lucius. Avec ce caillou en moins dans la chaussure, nous voilà donc face à Gladiator 2. Parmi les nombreuses avant-premières, j'ai profité de celle du dimanche 10 novembre.
Lorsque je dis nombreuses avant-premières, je parle en fait d'une sortie anticipée. Je ne sais pas s'il existe une régulation des avant-premières, mais si c'est le cas, l'équipe doit être partie en vacances. C'est bel et bien 4 à 5 avant-premières par jour qui ont lieu sur ce week-end du 11 novembre. Et on comprend pourquoi, c'est un week-end de 3 jours qui est très prisé. Je vois déjà les gros titres pour Gladiator 2 avec un démarrage record pour sa première journée. Non, la vérité, c'est que le film est déjà sorti depuis 4 jours. Fermons cette parenthèse. Bon, ce nouveau film a le mérite de ne pas être la catastrophe attendue. Allons plus loin, c'est un bon divertissement tenu par des acteurs fabuleux. Ai-je adoré? Non, loin de ça. Ai-je détesté? Absolument pas. Je suis dans un état similaire au film Le Comte de Monte-Cristo. Je crois que nous avons une proposition à la hauteur des attentes de divertissement des spectateurs. À titre de comparaison, nous sommes à milieu d'un Marvel. Ici, le projet me semble fini, soigné, les spectateurs sont respectés et les acteurs sont véritablement investis dans leurs personnages. Voir un blockbuster qui a véritablement envie d'être bon, ça fait du bien. Gladiator 2 est le minimum de ce que devrait être un blockbuster type. Il vient rehausser le niveau, mais disons-le, le niveau n'est pas très haut. Il se démarque donc comme étant pas si pire. Imaginez une salle de classe où tous les élèves ont 5 sur 20 lors d'une interrogation. Tous sauf un. C'est un miracle. Celui-là a eu 10 sur 20. Que doit-on en déduire? C'est un génie? Oui et non. C'est plutôt le contexte qui l'entoure qui fera de lui le premier de la classe. Voilà pour la minute métaphore de Gladiator 2. Le film n'a rien de génial, mais purée, qu'est-ce qu'il est pas si mauvais. Voilà une surprise moyenne. Ce qui justifie sincèrement d'aller voir le film, c'est sans aucun doute ses acteurs, et plus particulièrement un trio. Ce trio a un destin croisé, 3 hommes qui se confrontent de par leur position sociale et leurs ambitions. Ah oui, avant ça, un petit mot sur les femmes. Côté féministe, on passera notre chemin. Les femmes sont quasiment absentes du film. C'est de l'ordre de quelques minutes sur 2 heures et demie. Bah oui, là, bon, bah ça fait pas beaucoup, quoi. Bon, mais bah c'est un film de bonhomme, et pour le coup, les bonhommes brillent de mille feux. Paul Mescal vient tranquillement s'installer à Hollywood pour les décennies à venir. Non, non, je ne vous reparlerai pas pour la 100e fois du film After Sun. Mais voilà, Paul Mescal vient de petite production, et le talent étant présent, il s'immisce petit à petit dans la cour des grands, en route vers sa renommée. Et en même temps, je dois bien avouer que face à un Chris Pratt, bah là au moins le charisme est bien présent. Eh bah oui, désolé pour la balle perdue, mais c'est vrai que depuis une décennie, j'ai un petit peu de mal avec les pseudo-nouvelles vedettes du grand écran. Chris Evans, Chris Pratt, Paul Rudd, mais tout ça pour vous partager mon ressenti d'avoir cette sensation de voir en Paul Mescal un digne successeur des grands noms du cinéma. Oui, peut-être un nouveau Brad Pitt. Tous les grands films ont un grand antagoniste, et tous les moyens films ont un moyen antagoniste. Denzel Washington incarne Macrinus. C'est un propriétaire de Gladiator. Il est parti de rien et il vise le pouvoir absolu. Il accompagne pas mal la promo du film. Beaucoup de retours parlent d'un rôle incroyable. Effectivement, Denzel Washington nous fait croire à cet homme manipulateur. Je l'ai trouvé à sa place, sans non plus crier à l'Oscar du meilleur acteur, même s'il en prend le chemin. Pour être sincère, je trouve que le personnage et son plan se révèlent un petit peu tard dans le film pour vraiment en faire un grand méchant. Néanmoins, lorsqu'il se déploie, oui, c'est jubilatoire. Il fait partie de ce qui fait marcher le film. Enfin, dans ce trio, nous avons le daddy, Pedro Pascal. Là encore, un acteur qui enchaîne les masterclass pour laisser son empreinte
sur la pop culture. Selon moi, il incarne le personnage le plus intéressant du film. Acassus. Aucun spoiler, mais j'aurais presque préféré avoir un film qui suit son parcours qu'un film qui s'intéresse à Lucius. Parce que oui, le voilà, le point noir. Côté scénario, c'est étrangement fade. Le film s'ouvre sur un générique qui reconstitue Gladiator 1 de façon artistique. Une sorte de peinture, une fresque, avec des airs de déformation, d'intelligence artificielle. Ouais, on ne sait plus, on est perdu. Qu'importe, cela nous met dans le bain, le tout accompagné d'une musique épique. Voilà un autre point fort du film, son ambiance sonore. Et pour les effrayés de la bande-annonce, rassurez-vous, le rap ne restera qu'un bad buzz d'avant-film. Nous avons ici une proposition musicale bien plus ordinaire et bien plus en adéquation. Ce n'est pas pour me déplaire. Je fais partie de ceux qui n'étaient pas hyper enthousiastes face à la bande-annonce. Ce générique m'a donc conquis. Une première étape pour me rassurer dans les 2h30 à venir. La suite est plus expéditive. Quelques bisous entre un homme et une femme dans une maison au milieu de la prairie. Puis, la guerre. L'enjeu narratif de Lucius repose sur la vengeance. Se venger d'Acassus, responsable de l'attaque de son village. Bah ouais, on va pas spoiler. On a un Lucius qui est plutôt raisonné dans ce qu'il fait, mais sur cette vengeance, il est absolument aveugle. Côté spectateur, pendant ce temps-là, on apprendra davantage à connaître Acassus et ses ambitions. Et finalement, on se retrouve plutôt à prendre le parti d'Acassus. Loin de nous cette envie de voir Lucius accomplir cette vengeance aveugle au nom d'un bonheur qu'on a vu à peine 2 ou 3 minutes en début de film. Pour faire simple, on s'en fout un petit peu de cette vengeance de Lucius. On n'a aucun déplaisir à le suivre, mais en même temps, il n'est pas maître de grand-chose dans le récit auquel on assiste, à tel point que la fin qui nous est proposée aurait pu avoir lieu bien plus tôt, s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas fallu le sauver. Et finalement, si Lucius se retrouve en tant que gladiateur, des années après, dans le même Colisée que son père, eh ben, c'est par un concours de circonstances digne d'un scénario. Lucius est légitimement héros de ce film en raison de sa génétique. Il est meneur d'hommes, il est bon au combat et très très vite remarqué par un propriétaire de gladiateurs. Propriétaire qui a des liens assez étroits avec le pouvoir. Bref, on n'est pas loin d'avoir face à nous un élu. Et les élus, c'est toujours un brin ennuyant en ce qui me concerne. Ça donne un scénario en sens unique, un exilé qui reviendra parmi le peuple sur ses terres d'origine et qui parviendra au pouvoir grâce à sa bravoure. J'avoue être plutôt partisan de la relecture de ce genre de mythe. La figure d'Anakin Skywalker fascine par cette erreur sur l'élu. Placer tous les espoirs du peuple dans un homme peut mener au chaos. Jadis, les mythes glorifiaient la figure de l'élu, un pacificateur, un réunificateur. L'histoire nous a pourtant prouvé que l'élu peut s'avérer être le destructeur. Le 31 juillet 1932 avaient lieu les élections fédérales allemandes, un équivalent aux législatives. Oui, c'est le point Godwin. Le parti nazi en ressort grand gagnant avec 37,3% des suffrages. Plus de 13 millions d'électeurs. Voilà un homme qui, dans un contexte difficile, va sauver le peuple. Enfin, un élu. Ainsi, 6 mois plus tard, le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. Voilà de quoi bouleverser les récits humains pour des décennies à venir. Gladiator 2, lui, semble s'affranchir de son époque. J'avais la même limite avec le Comte de Monte Cristo. Avoir face à moi un très bon divertissement, mais avec cette impression qu'il ne cherche pas à explorer les questions actuelles de notre société. Nous parlons d'un film produit aux États-Unis où il est question de la chute de Rome, d'un coup d'État, d'une civilisation au bord du chaos. Pourtant, j'ai quand même du mal à y voir un parallèle
avec la situation actuelle des États-Unis. Quelle lecture adopter? Nous avons des fous à la tête du pouvoir, nous avons aussi un personnage arriviste incarné par Denzel Washington, un homme qui, parti de rien, va monter hiérarchiquement par ses manigances. Oui, puisque nous parlons de politique, puisque nous parlons des États-Unis, ne fermons pas les yeux, quoi que vous en pensiez. Ici, on peut se dire qu'il y a des airs de Trump pour ce personnage, pour qui tout n'est question que de business. Mais je crois que c'est oublier une part essentielle du nouveau président des États-Unis. Notre bon Macrinus, lui, il n'est pas élu, il n'est pas acclamé, ce n'est pas le peuple qui le place ici. Il a la place du méchant qui profite d'un contexte politique pour prendre le pouvoir méchamment. Là, c'est un coup d'État. Et le gentil, c'est celui qui fait consensus. Celui qui est choisi de tous, l'élu et la solution. Peut-on se contenter d'une belle histoire comme celle-ci? Ne doit-on pas avertir le peuple, le grand public, les spectateurs des possibles dérives face à cette figure de l'élu, sans prendre parti pour qui que ce soit? Je ne crois pas qu'il soit bon de placer tant de croyances dans une figure politique, quel que soit son bord. En début d'année sortait Dune 2, un beau blockbuster qui, je vous l'accorde, peut paraître bien ennuyant. Là encore, la figure de l'élu est centrale. Elle est instrumentalisée pour le bien d'un monde meilleur. En toute logique, cette figure sera grandement nuancée dans un futur Dune 3. Oui, très grandement nuancée. À cela, on peut se dire que Gladiator 3 prendra, je l'espère, un chemin similaire au récit de Dune. Venir défaire et questionner le mythe qui se tisse autour de Lucius. Le danger de cette volonté d'utopie, une Rome grande et belle, où tout le monde vivrait heureux. Ce troisième volet est déjà confirmé, côté écriture par Ridley Scott. Oui, ça veut peut-être dire que ça arrivera dans 20 ans. En tout cas, l'écriture est en cours. Avoir une réflexion sur un blockbuster comme Gladiator 2, c'est pas non plus évident. Oui, c'est pas ce qu'attendent la majorité des spectateurs. Ils veulent un divertissement. Et en surface, Gladiator 2, oui, remplit son objectif. C'est un divertissement. La forme est donc bel et bien là. Pour le fond, vous l'aurez compris, je suis un petit peu plus sceptique. Je crois que l'on est en droit d'espérer un film avec une lecture multiple de la part d'un réalisateur comme Ridley Scott. Doit-on se contenter de simplement divertir lorsque l'on est l'un des plus grands réalisateurs que l'histoire ait connu? Doit-on s'attendre à plus qu'un divertissement de la part d'un blockbuster de ce calibre? Une œuvre ne doit-elle pas apporter une certaine lecture de notre société? J'aurais tendance à croire que c'est toujours un plus. Et en même temps, ça fait du bien parfois d'aller en salle, de pouvoir se vider la tête et d'oublier tout ce qui se passe autour de nous. Je n'ai donc pas de réponse à ma question. Allez, sur une note plus légère, et tout comme pour le premier Gladiator, ce qui fera beaucoup parler dans les universités, c'est l'aspect réaliste de ce film. Voici une partie sur les incohérences ou non de Gladiator 2. Oui, elles ne sont pas un souci, divertissement first, mais en tant que spectateur, c'est quelque chose que j'aime bien, pouvoir démêler le vrai du faux. D'autant plus qu'il y a des éléments délirants qui sont de l'ordre du réel. N'étant moi-même pas un spécialiste, je m'appuierai sur un entretien de sciences et avenir. Entretien avec Éric Tessier, professeur d'histoire romaine à l'université de Nîmes. Évidemment, le lien est en description. Dans cet échange, nous apprenons que globalement, Gladiator repose sur des éléments du réel, mais qui, une fois mélangés, sont difficilement concevables historiquement. Il y a un bon point, notamment au sujet des équipements des guerriers. Oui, c'est plutôt fidèle, même si parfois les héros sont un petit peu prétentieux et vont au combat sans casque. Là, acteur star oblige, le visage est à découvert. Autre information surprenante, mais pas irréaliste, la bataille navale dans le Colisée. Et oui, même si ça paraît dément,
Une bataille d'une telle ampleur au milieu du Colisée, ça a eu lieu. Bon, c'est comme le GP Explorer, tu fais pas ça toutes les semaines. La mise en place est pharaonique. Cela se nomme une nomaki, ce qui signifie bataille navale. Vous vous demandez sûrement combien de baignoires ça fait d'organiser des batailles navales dans un Colisée. Côté estimation, on arrive autour des 7 millions de litres. C'est une fourchette basse, difficile de savoir précisément. Ça donne 46 000 baignoires. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Vous l'aurez remarqué, dans cette bataille, nous avons la présence de requins. Le film m'a globalement convaincu sur ses effets spéciaux, mais sur les requins, je suis plus sceptique. Ça fait un petit peu fake. C'est d'autant plus dommage que les requins n'ont rien à faire là. Pour aller plus loin avec les animaux, parce que oui, globalement, ils sont le centre du fun dans les combats du film. Rhinocéros, babouins enragés, requins, oui, mais dans la réalité, difficile de leur donner une place aussi centrale dans les combats de gladiateurs. Les combats contre des animaux étaient quasiment une discipline à part, ou alors mise en place pour des mises à mort spectaculaires. Les gladiateurs, eux, restaient dans des combats homme contre homme. Et puis, enfin, le truc qui ne passe pas du tout pour notre spécialiste de l'histoire romaine, c'est l'évolution du personnage de Macrinus. Il est ce qu'on appelle un laniste. Et qu'est-ce qu'un laniste ? Dans la Rome antique, c'est un propriétaire et entraîneur de gladiateurs. C'est une personne qui possédait et dirigeait une ludus, une école de gladiateurs. Les combattants étaient formés pour participer aux jeux dans l'arène pour le divertissement. Ce bon monsieur laniste interprété par Denzel Washington n'a rien à faire au pouvoir. Certes, il s'en empare malicieusement, mais personne n'accepterait de le suivre. Voilà, concernant Gladiator 2, je ne vais pas creuser davantage. Par exemple, je ne suis pas revenu sur le mythe de Rémus et Romulus. On y voit à un moment la louve avec les deux enfants. C'est très très récurrent dans le cinéma de Ridley Scott. Que ça soit dans Alien ou même la série Raised by Wolf, qui signifie élevé par les loups, le sujet est vaste et semble passionner le réalisateur. La sortie de Gladiator 2 a lieu le 13 novembre et je pense que ça va faire un carnage. En parlant de carnage, j'espère qu'il réussira à déloger Venom 3 pour venir l'étouffer tranquillement, en douceur. J'espère donc que le film vous plaira. Si vous souhaitez apporter des précisions, la zone commentaire est faite pour vous. Merci à tous. Salut!